En juillet 2025, 5 noms ont été lus à Oslo, mais un seul a fait taire la salle entière. Celui d'Ibrahim Traoré, jeune chef d'État du Burkina Faso, un pays longtemps réduit dans l'actualité à des chiffres de pauvreté et de conflits. Comment comprendre qu'un ancien soldat de garnison se retrouve soudain au centre d'un débat mondial sur la paix, loin des diplomates en costume et des sommets télévisés? Et surtout, qu'est-ce que cette nomination dit vraiment de notre façon de juger les dirigeants aujourd'hui, entre principes affichés vers résultats visibles sur le terrain? Ce récit promet d'expliquer pourquoi une nomination venue d'une petite nation sahélienne est devenue un test moral pour l'ensemble du système international. Au cœur de cette promesse se trouve une idée simple: comprendre ce qui constitue une paix réelle, une définition de 10 à 12 mots que les institutions ont trop souvent dilué derrière des protocoles. Car si une candidature déclenche autant d'adhésion populaire que de prudence diplomatique, c'est qu'elle révèle une fracture ancienne, celle entre les principes proclamés et les transformations visibles. Dans cette partie, l'enjeu est double. D'une part, montrer comment un pays que l'on croyait condamné aux crises cherche désormais à redéfinir ses propres repères. D'autre part, expliquer pourquoi ce tournant, encore fragile, oblige les observateurs à interroger leurs attentes. Qu'est-ce qui devrait réellement compter lorsqu'on parle de légitimité et d'impact? Cette tension, discrète mais persistante, agit comme une braise sous la surface, prête à éclairer le reste de l'histoire ou à révéler ses contradictions. Deux éléments, souvent ignorés dans les récits internationaux, ont pourtant déterminé l'onde de choc actuel: une bascule sociale mesurable et une rupture politique née du terrain, toutes deux visibles dès les premiers mois du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Dès 2023, un chiffre circulait discrètement dans les organisations régionales: 3,88 millions d'hectares restitués aux agriculteurs après des années de concessions opaques. Ce point de départ a modifié la logique habituelle des transitions sahéliennes. Au lieu de consolider l'appareil sécuritaire ou de multiplier les missions diplomatiques, l'exécutif a choisi une stratégie qui semblait presque à contre-courant: réinvestir les villages, reconstruire les services publics les plus essentiels et confier aux communautés locales le rôle de premier garant de stabilité. Ce renversement a produit une dynamique rare, une forme de confiance ascendante, où les résultats précédaient pour les discours. Dans les districts ruraux, la restitution des terres fut suivie de constructions rapides. Plus de 2000 écoles édifiées en 18 mois, des centres de santé opérationnels dans des zones que l'administration n'avait plus atteintes depuis des années. Ces réalisations, modestes en apparence, ont réorganisé la vie quotidienne. Les familles n'avaient plus à marcher des kilomètres pour accéder à un dispensaire. Les enfants trouvaient des repas réguliers à l'école et les anciens déplacés internes commençaient à revenir dans leur village d'origine. Ce réancrage local a également modifié la perception du conflit. Au lieu d'intensifier l'affrontement militaire, les autorités ont ouvert la voie à des accords de réintégration, soutenant des milliers d'ex-combattants qui acceptaient de déposer les armes. Cette approche, qui semblait improbable dans un Sahel fragmenté, a progressivement réduit l'influence des groupes armés. Ainsi, ce que beaucoup considéraient comme une expérience isolée prenait en réalité la forme d'un enchaînement méthodique: terres restituées, services reconstruits, confiance restaurée, sécurité améliorée. C'est ce fil causal, souvent esquissé mais rarement expliqué, qui éclaire la montée en visibilité d'Ibrahim Traoré sur la scène internationale et prépare le terrain pour la suite du récit. Pour comprendre comment une transformation institutionnelle peut se diffuser jusqu'aux recoins les plus reculés, il faut suivre celles et ceux qui, au quotidien, traduisent les décisions nationales en changements concrets. Dans les premières semaines suivant les réformes, deux figures locales sont devenues des repères pour les observateurs: les enseignants des nouvelles écoles rurales et les agents du corps civique chargés de relancer les services publics. Leur rôle n'était pas de commenter les décisions, mais de les incarner. Dans la région du Yatenga, par exemple, une institutrice arrivée dans un village isolé a raconté comment sa simple présence avait réorganisé le rythme social. Les enfants revenaient en classe, les parents se rassemblaient autour de l'école pour aider aux travaux et les anciens discutaient à nouveau des moissons futures. Ce micro-événement, presque banal, décrivait pourtant un changement d'atmosphère qu'aucun communiqué officiel n'aurait pu saisir.
Plus au sud, un jeune infirmier du programme civique expliquait comment l'ouverture d'un dispensaire improvisé avait rétabli une confiance perdue. Les femmes enceintes revenaient consulter, les blessés n'étaient plus transportés de nuit vers des hôpitaux lointains, et les familles redécouvraient le simple fait d'avoir un soin disponible sans condition. Ces récits, sobres mais cohérents, formaient un fil continu, reliant les annonces nationales à des transformations palpables. Ce sont ces trajectoires individuelles, reprises de village en village, qui ont donné de la densité aux premières réformes. Elles ont montré que l'enjeu ne résidait pas seulement dans la portée symbolique des mesures, mais dans leur capacité à redessiner les gestes les plus ordinaires. En somme, le politique ne restait plus suspendu au sommet. Il descendait, lentement mais sûrement, au niveau où la stabilité se construit réellement. Avant la nomination, tout semblait figé. Après la nomination, tout s'est accéléré. Ce glissement brusque a déplacé l'attention internationale vers un pays que l'on croyait condamné à rester dans la marge. Et au centre de cette dynamique, une figure s'imposait, Ibrahim Traoré. Le premier déclencheur est venu du terrain, loin des salles de presse. Lorsque les restitutions foncières ont été annoncées, la réaction n'a pas pris la forme d'un enthousiasme immédiat, mais d'un silence chargé d'incrédulité. Dans plusieurs villages, des groupes d'agriculteurs se sont réunis pour vérifier les cartes, scruter les limites, confirmer que leur nom apparaissait réellement sur les documents. Cette période de vérification a duré quelques semaines, mais elle a produit un effet inattendu. Une circulation de rumeurs positives, lentes mais persistantes, qui ont précédé toute communication officielle. Puis les chantiers ont commencé. Les premières briques ont été posées dans des écoles éloignées. Les dispensaires ont ouvert avec des équipes réduites, mais présentes chaque jour. Les familles ont constaté, souvent sans y croire, que l'État n'était plus un écho lointain. Ce moment d'amorçage, encore fragile, a servi de socle à tout ce qui allait suivre. Lorsque les images des nouvelles infrastructures ont commencé à se diffuser, l'effet de masse s'est déclenché. Les radios communautaires ont relayé les témoignages de villages entiers transformés par des gestes simples. Repas scolaires garantis, fournitures locales, consultations médicales régulières. La nouvelle s'est propagée comme une vague. Les régions longtemps isolées ont envoyé leurs propres récits, créant une mosaïque de confirmation. Puis un second choc est venu. L'annonce du programme de réintégration des ex-combattants. Le scepticisme initial était palpable. Pourtant, les premiers groupes réinsérés ont montré une discipline inattendue. Ils arrivaient tôt, travaillaient dur et tentaient de regagner la confiance des habitants. Le contraste avec les années de violence a créé un phénomène social puissant, un désir collectif de consolidation. À ce moment-là, le nom d'Ibrahim Traoré a cessé d'être associé uniquement à une transition politique. Il est devenu un repère moral pour des milliers de familles, cherchant à reconstruire une normalité perdue. Lorsque les chiffres ont circulé, 800 millions d'arbres plantés, plus de 12 000 ex-combattants réinsérés, un taux de fréquentation scolaire en hausse, les réactions internationales se sont redéployées. Des éditoriaux en Afrique australe parlaient d'un modèle émergent. En Amérique du Sud, plusieurs dirigeants voyaient dans cette trajectoire une confirmation de leur propre critique du développement sous conditionnalité. Les chancelleries européennes, elles, adoptaient un ton plus prudent, évoquant les résultats sans valider l'approche. Sur le continent africain, toutefois, la dynamique a pris une dimension régionale. Les capitales voisines ont envoyé des délégations pour observer de près les programmes communautaires. Certaines administrations ont discrètement demandé des copies des protocoles de réintégration. Les jeunes collectifs urbains, eux, ont reproduit les initiatives environnementales. Le récit se propageait, non comme un slogan, mais comme un ensemble de pratiques reproductibles. Au fil des mois, la transformation s'est stabilisée. Elle n'avait rien d'explosif, rien de spectaculaire. Elle avançait avec constance, créant un rythme que les habitants reconnaissaient comme une forme nouvelle de paix quotidienne. C'est cette continuité, patiente et méthodique, qui a donné à l'ensemble de la trajectoire sa crédibilité et qui a rendu la nomination à Oslo non pas étonnante, mais logique. Pour comprendre la solidité de la trajectoire engagée, il faut revenir aux indicateurs qui ont progressivement modifié le regard des organisations régionales et de plusieurs chancelleries. La dynamique n'a pas reposé sur des annonces symboliques, mais sur des mesures observables, inscrites dans la vie quotidienne.
3 chiffres, en particulier, permettent d'en saisir l'ampleur réelle. Le premier est la baisse de 70% des attaques dans le Sahel au cours de la période étudiée. Derrière cette réduction se cache un phénomène essentiel. La densité des hostilités a diminué dans les zones autrefois considérées comme irrécupérables. Ce chiffre ne décrit pas une victoire militaire, mais un déplacement des comportements, rendu possible par l'ouverture de couloirs humanitaires et la relocalisation progressive des communautés rurales. Cette chute nette traduit un apaisement structurel plus qu'un simple recul tactique. Le deuxième chiffre concerne la hausse de la scolarisation primaire, passée de 67% à 84% en un an. Cette progression paraît, au premier regard, presque improbable, mais elle reflète 2 leviers, la construction accélérée d'écoles rurales et la généralisation des repas scolaires, qui ont encouragé les familles à inscrire leurs enfants, même dans les zones éloignées. Dans plusieurs districts, les chefs de village ont signalé que les classes accueillaient désormais plus d'élèves que prévu. Cette croissance témoigne d'un réancrage social porté par l'accès régulier aux services éducatifs. Le troisième chiffre est la baisse de 18% de la mortalité infantile enregistrée dans les nouveaux centres de santé. Cette amélioration, encore fragile, découle de la disponibilité accrue du personnel sanitaire et d'un approvisionnement plus stable en médicaments essentiels. Les femmes enceintes, auparavant contraintes de longs trajets, ont pu bénéficier de consultations maternelles régulières. Cette diminution rapide indique un retour de confiance envers les structures médicales locales. Ces 3 indicateurs ne suffisent pas à résumer la totalité des transformations observées, mais ils révèlent une cohérence rarement atteinte dans des contextes marqués par une instabilité prolongée. Leur évolution simultanée montre qu'il ne s'agit pas d'effets dispersés. Sécurité, éducation et santé publique ont avancé selon un rythme comparable, comme si chaque domaine renforçait l'autre. Cette articulation devient particulièrement visible dans les régions où les ex-combattants ont été réintégrés dans des programmes agricoles. Les villages qui avaient accueilli ces travailleurs affichaient les progressions les plus rapides en fréquentation scolaire et en consultation médicale. Les enquêtes locales expliquaient ce phénomène par un double effet, la réduction de la peur quotidienne et l'augmentation du revenu agricole qui libérait du temps pour l'éducation et les soins. La cohérence entre ces indicateurs crée une forme d'élan collectif. Les populations, en constatant ces changements tangibles, ont adopté une posture nouvelle, non plus attendre des solutions extérieures, mais consolider ce qui fonctionnait déjà. Les structures communautaires se sont renforcées, les comités locaux ont repris un rôle actif et les initiatives d'auto-organisation se sont multipliées. Ainsi, les chiffres ne servent pas seulement à mesurer, ils servent à comprendre pourquoi une transformation locale a commencé à produire des échos régionaux. Leur convergence signale une dynamique rarement observée dans un environnement sahélien fragmenté, un mouvement qui combine pragmatisme, stabilité progressive et participation active des communautés. Pour saisir la portée réelle des débats actuels, il faut d'abord présenter loyalement les 2 positions qui structurent les discussions internationales. Elles ne s'opposent pas seulement sur des principes, mais sur la manière d'interpréter les transformations en cours et les risques potentiels qui pourraient émerger. Le premier argument, formulé par plusieurs chancelleries occidentales, repose sur une préoccupation institutionnelle. Selon elles, toute transition née d'un contexte militaire demeure vulnérable aux dérives. Leur raisonnement est le suivant. Si l'on accepte qu'un pays progresse rapidement sans passer par un processus électoral classique, on ouvre la voie à d'autres régimes qui pourraient invoquer des résultats ponctuels pour justifier un pouvoir durable. Cette logique met l'accent sur la stabilité procédurale, considérée comme un garde-fou indispensable. Les partisans de cette approche rappellent que les cycles de consolidation démocratique, lorsqu'ils sont respectés, évitent les retours en arrière et les ruptures brusques. Le second argument, soutenu par de nombreux analystes africains et latino-américains, insiste quant à lui sur la matérialité des résultats. Pour eux, la légitimité doit être évaluée à l'aune des transformations concrètes, baisse des violences, relance des services publics, amélioration des indicateurs sociaux, réintégration des ex-combattants. Leur position ne nie pas l'importance des institutions, mais affirme que celles-ci doivent être jugées par ce qu'elles produisent, non seulement par leur forme. Ils considèrent que les populations qui bénéficient de ces progrès sont les mieux placées
pour déterminer ce qui constitue une avancée légitime. Ces deux lectures semblent incompatibles, mais c'est précisément dans leur tension que se situe l'enjeu. Une analyse équilibrée doit reconnaître que les préoccupations institutionnelles ne sont pas infondées. Des transitions rapides ont parfois échoué lorsque les résultats initiaux n'ont pas été consolidés. Pourtant, l'argument inverse possède un poids tout aussi réel. Ignorer des transformations tangibles au nom d'un formalisme strict risque de déconnecter le jugement extérieur de la réalité vécue par les populations. Ainsi, le débat ne doit pas opposer principe et résultat, mais examiner les conditions dans lesquelles les deux peuvent converger. C'est cette convergence potentielle qui permettra de déterminer si la trajectoire observée est un cas singulier ou un modèle reproductible dans d'autres contextes. Un point bascule apparaît soudain. Au milieu des réactions internationales, un détail passé inaperçu dans les premières heures a révélé l'ampleur du changement, la façon dont plusieurs pays voisins ont ajusté en silence leurs priorités intérieures en observant les résultats obtenus par le Burkina Faso. Ce glissement n'a pas été annoncé dans des conférences de presse, mais perçu dans les décisions administratives, les discours locaux et les visites techniques envoyées discrètement. Ce moment précis a marqué une rupture, car il montrait que l'exemple porté par Ibrahim Traoré ne se limitait plus à une trajectoire nationale. Il devenait un repère externe, un élément de comparaison pour ceux qui cherchaient à sortir d'impasses similaires. L'influence, jusque-là intérieure, franchissait une frontière politique. Puis la dynamique changea d'échelle. Dans plusieurs capitales sahéliennes, des responsables évoquaient, à voix basse, l'idée de répliquer certaines politiques sociales. Dans les milieux universitaires, des colloques improvisés examinaient la notion de légitimité d'impact. Sur les réseaux régionaux, les collectifs de jeunes discutaient de la possibilité d'un renouveau local fondé non sur les discours, mais sur les preuves concrètes. C'est cette propagation silencieuse, mais déterminante, qui transforme un exemple en précédent, une trajectoire en modèle. Une exception en hypothèse continentale. Les effets concrets des transformations engagées ne se mesurent pas uniquement dans les indicateurs ou les déclarations officielles, mais dans la manière dont différents groupes sociaux, ménages ruraux, acteurs économiques, communautés déplacées et États voisins ont réagi à ces évolutions. Chacun d'eux a aperçu une facette distincte de la trajectoire, révélant la profondeur d'un processus qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Dans les campagnes, la première conséquence a été un retour progressif à la prévisibilité. Les récoltes, autrefois compromises par les déplacements forcés ou la volatilité sécuritaire, ont recommencé à suivre un calendrier normal. Les familles ont signalé que les marchés locaux s'animaient à nouveau, avec des échanges plus réguliers et la réapparition de coopératives informelles. Les femmes, notamment, ont repris un rôle central dans la gestion des récoltes et la tenue des points de vente. Pour beaucoup d'entre elles, cette stabilité retrouvée constituait une renaissance sociale. Les discussions dans les villages évoquaient souvent le même constat. On peut enfin penser à demain. Les entrepreneurs locaux ont perçu un autre type de transformation. Là où les infrastructures se dégradaient, de nouveaux chantiers sont apparus. Ateliers, entrepôts, coopératives, petits centres de transformation agricole. Ces initiatives, nées de collaborations communautaires, ont attiré une main-d'œuvre locale prête à réapprendre des métiers abandonnés. Les circuits commerciaux ont changé d'allure. Dans plusieurs districts, les produits agricoles circulaient plus rapidement, favorisant la création de micro-entreprises. Les opérateurs privés notaient cependant un défi. L'ampleur des progrès exigeait une capacité logistique encore en développement. Mais l'élan était indéniable, stimulé par un environnement redevenu praticable. Pour les déplacés internes, longtemps considérés comme la catégorie la plus vulnérable, l'impact était double. D'une part, la réduction des violences leur a permis de regagner certaines zones autrefois impraticables. D'autre part, les programmes de réintégration ont transformé la relation entre anciens combattants et familles victimes. Le retour n'a pas été simple. Tension, hésitation et méfiance ont persisté. Toutefois, un changement s'opérait. Plusieurs villages rapportaient que des ex-combattants travaillaient désormais aux côtés de familles qu'ils avaient autrefois effrayées. Les médiateurs locaux soulignaient que ce rapprochement n'annulait pas le passé, mais rendait possible un avenir partagé. Dans leurs mots, la coexistence n'est plus une idée, c'est un travail quotidien.
À l'échelle régionale, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré a créé un effet d'entraînement inattendu. Les gouvernements de pays voisins, confrontés à des défis similaires, ont observé l'évolution burkinabé avec attention. Plusieurs délégations se sont déplacées pour analyser les programmes communautaires et certaines administrations ont revisité leur politique rurale. Une dynamique de comparaison constructive s'est installée. Au lieu de se concentrer sur leurs propres obstacles, plusieurs capitales ont étudié comment réadapter les dispositifs observés au Burkina Faso. Cette circulation d'idées, encore discrète, a posé les bases d'un début de convergence régionale. En somme, l'ensemble de ces groupes a perçu une même poussée, mais sous des angles différents. Les ménages ont retrouvé un rythme de vie. Les acteurs économiques ont redécouvert la possibilité d'investir. Les déplacés ont réappris la coexistence. Les voisins ont envisagé la réplique. Et derrière ces dynamiques, une constante demeurait, un modèle social qui prenait forme par la pratique, renforcé par des résultats visibles et un climat nouveau de confiance. Pour envisager les trajectoires possibles des prochains mois, il faut combiner 3 dimensions. La continuité des programmes sociaux, l'évolution des dynamiques sécuritaires et la réaction des acteurs internationaux. Ces éléments, entremêlés, permettent d'esquisser 3 scénarios distincts. Un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario dégradé, sans attribuer de probabilité, mais en décrivant les conditions qui pourraient favoriser chacun. Dans le scénario de base, on assiste à une consolidation lente. Dans cette projection, les tendances actuelles se maintiennent sans accélération majeure. Les services publics continuent de fonctionner, mais la capacité logistique progresse par paliers. Les villages stabilisés restent majoritaires, même si certaines poches d'insécurité persistent dans les zones frontalières. Les programmes de réintégration poursuivent leur cours, mais leur expansion ralentit à mesure que les ressources administratives s'étirent. Sur le plan régional, les États voisins observent et s'inspirent ponctuellement sans adopter de mesures coordonnées. Ce scénario produit une stabilisation graduelle, solide, mais vulnérable à des chocs externes. Dans le scénario optimiste, on observe un effet d'entraînement régional. Ici, la dynamique interne inspire une coalition plus complète. Les pays voisins intensifient leurs échanges techniques et développent des dispositifs similaires dans leurs zones rurales. Les initiatives environnementales prennent de l'ampleur, créant un corridor écologique sahélien plus cohérent. La baisse des violences se poursuit et permet le retour élargi des déplacés. Les acteurs économiques trouvent un environnement plus prévisible, ce qui entraîne la création de nouvelles entreprises communautaires. La perception internationale évolue également. Plusieurs institutions révisent leur approche en intégrant davantage les solutions locales. Dans ce contexte, la trajectoire collective prend une allure de modèle émergent. Dans le scénario dégradé, les pressions externes et les tensions internes s'intensifient. Ce scénario survient si les tensions régionales se renforcent ou si certains groupes hostiles cherchent à exploiter les zones encore fragiles. Une hausse soudaine des attaques relancerait les déplacements internes, fragilisant les infrastructures sociales. Par ailleurs, un ralentissement économique mondial pourrait réduire l'accès aux ressources essentielles, ralentissant les programmes communautaires. Les divergences politiques entre capitales sahéliennes pourraient également limiter la coopération, isolant les efforts individuels. Ce scénario ne signifie pas un effondrement immédiat, mais un recul sensible de la dynamique. Plutôt que de prédire, il est plus utile d'examiner les conditions qui favorisent la résilience, flexibilité administrative, ancrage local, circulation régionale d'expertise et cohésion communautaire. Ce sont ces éléments, plus que les événements ponctuels, qui détermineront la robustesse de la trajectoire dans les 12 prochains mois. Pour comprendre ce que cette trajectoire signifie pour celles et ceux qui observent depuis l'extérieur, il faut considérer 3 groupes distincts, les personnes qui suivent l'actualité africaine au quotidien, celles qui s'intéressent principalement aux enjeux sociaux et celles qui cherchent des repères dans un monde souvent désordonné. Chacun reçoit cette histoire avec une sensibilité particulière, révélant la pluralité des attentes qui entourent les transformations du Sahel. Pour le premier groupe, composé d'analystes, d'étudiants et de membres de la diaspora, cette évolution représente une brèche dans les récits habituels. Ils voient dans les réformes un contre-exemple aux discours qui décrivent le continent comme un espace sans alternative.
Leur intérêt porte sur la capacité des communautés rurales à reprendre un rôle central dans la reconstruction et sur la manière dont les initiatives locales peuvent créer un cadre de stabilité durable. Le deuxième groupe, davantage tourné vers les questions sociales, retient surtout la dimension humaine. Des écoles qui rouvrent, des cliniques qui fonctionnent, des familles qui regagnent leur village. Pour eux, l'histoire prend la forme d'un rappel. Les politiques publiques ne sont pas seulement des décisions institutionnelles, mais des gestes qui modifient le quotidien. Ils y voient une preuve que des trajectoires positives restent possibles, même dans des environnements marqués par des crises prolongées. Quant au troisième groupe, celui des spectateurs qui cherchent un fil conducteur pour comprendre le monde, ils perçoivent cette expérience comme un test, un cas où les principes, les résultats et les attentes internationales s'entrecroisent. Leur question n'est pas seulement que se passe-t-il, mais qu'est-ce que cela révèle des systèmes que nous avons créés? Deux suggestions émergent alors. Observer plus attentivement les dynamiques locales avant d'en tirer des conclusions globales et reconnaître que des initiatives modestes, lorsqu'elles s'enracinent, peuvent remodeler les perceptions extérieures. Ces clés de lecture permettent d'aborder la suite du récit avec une compréhension plus nuancée. Pour comprendre comment une dynamique née dans un contexte fragile peut se consolider durablement, il faut examiner les étapes qui permettraient d'ancrer les progrès observés au-delà de leur phase initiale. Ces étapes ne sont pas abstraites, elles reposent sur des mécanismes locaux, sur des pratiques communautaires éprouvées et sur une continuité administrative que plusieurs observateurs associent déjà aux méthodes mises en place sous Ibrahim Traoré. Première étape, structurer les comités villageois. L'objectif n'est pas de multiplier les organes, mais de formaliser les groupes qui coordonnent déjà la gestion des écoles, des points d'eau ou des petits centres de santé. En reconnaissant leur rôle et en leur donnant un mandat clair, on crée une colonne vertébrale, locale, capable de maintenir les résultats même en période de tension. Deuxième étape, renforcer la formation technique. Les progrès actuels reposent sur des personnels polyvalents, enseignants, infirmiers, agents communautaires, qui doivent pouvoir actualiser leurs compétences. Un cycle de formation itinérante, organisé par région, permettrait d'harmoniser les pratiques et de réduire les disparités entre districts. Cette mesure donnerait également aux jeunes une perspective professionnelle structurée. Troisième étape, stabiliser les chaînes d'approvisionnement. Les écoles et les centres de santé ont besoin de régularité. Renforcer les circuits logistiques, notamment pour les médicaments essentiels et les denrées alimentaires locales, éviterait les ruptures qui fragilisent la confiance. Plusieurs districts pilotes ont montré qu'un système de distribution régionalisé peut réduire les délais et limiter les pertes. Quatrième étape, formaliser les dialogues communautaires. Les médiations entre ex-combattants et familles affectées ne doivent ne plus dépendre d'initiatives ponctuelles. Un cadre régulier, soutenu par des comités locaux et des équipes mobiles, garantirait la continuité du processus de réconciliation. L'ensemble de ces étapes compose une trajectoire qui ne dépend pas uniquement d'un moment politique, mais d'une architecture collective. Elle traduit l'idée qu'une réforme solide s'installe lorsqu'elle devient une pratique partagée. Dans plusieurs villages du Yatenga, là où une simple institutrice avait autrefois ravivé le rythme quotidien, un détail revient dans les récits. La manière dont les habitants décrivent la transition entre le bruit des années de crise et le calme retrouvé. Ce motif, celui d'un lieu qui se remet à respirer, sert de fil conducteur pour comprendre l'impact symbolique d'une trajectoire portée par Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un symbole abstrait, c'est un geste répété. Une salle de classe balayée chaque matin, un dispensaire qui ouvre sans interruption, un champ labouré par d'anciens adversaires. Dans ces scènes, la politique cesse d'être une idée lointaine. Elle devient un espace où chacun reconnaît une part de soi. Ce retour au quotidien résonne comme une réponse à une question plus large. Qu'attend-on réellement d'un dirigeant lorsque tout vacille ? Peut-être simplement qu'il permette à une communauté de retrouver sa propre voix, sans bruit inutile, sans promesses creuses, avec l'obstination tranquille des choses qui tiennent. Et c'est cette obstination, discrète, patiente, vécue, qui donne à l'histoire une portée inattendue. La paix commence parfois par un silence retrouvé. Ce récit, avec ses nuances et ses tensions, n'appartient pas seulement aux institutions ou aux analystes. Il appartient aussi à celles et ceux qui prennent le temps d'observer comment une société se reconstruit.
ce que montrent les villages, les écoles, les dispensaires et les initiatives communautaires. C'est la force discrète d'un engagement qui se diffuse sans bruit. Chacun peut y trouver un écho, l'idée que la stabilité n'est pas un événement, mais une pratique quotidienne. Si cette trajectoire vous semble éclairante, vous pouvez contribuer à élargir la discussion en partageant ce récit avec d'autres personnes intéressées par les transformations sociales. Les points de vue multiples enrichissent le débat et permettent de comprendre ce qui se joue au-delà des frontières et des discours officiels. Et si vous souhaitez suivre d'autres analyses sur les mutations à l'œuvre dans le Sahel et ailleurs, vous pouvez vous abonner pour rester informé. Ce geste simple soutient la création de contenus approfondis et ouvre un espace où chacun peut poser ses questions, confronter ses perceptions et affiner sa lecture du monde.